Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Il est 12h08 sur Sud Radio, merci d'être avec nous. Après des années et des années de baisse, le tabagisme repart à la hausse en France. 700 000 fumeurs de plus en 2 ans. On en parle avec nos invités dans une seconde. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 10h30, 13h, Thierry Staner. Ça fera peut-être partie de vos bonnes résolutions de la nouvelle année, arrêtez de fumer. Selon Santé publique France, un quart des adultes fument et chaque année, 75 000 personnes meurent prématurément des conséquences du tabagisme, ce qui en fait la première cause de décès évitable en France. Un risque de décès qui concerne aussi ceux qui fument peu, contrairement à une idée reçue. Il n'existerait pas de seuil au-dessous duquel fumer serait sans risque. Alors comment arrêter, comment aussi protéger les plus jeunes? On en parle ce midi avec Bertrand Dotzenberg. Bonjour. Bonjour. Pneumologue et tabacologue. Et Jean-Michel Delisle, bonjour. Bonjour. Psychiatre, addictologue et président de la Fédération Addiction qui est partenaire du mois sans tabac. Alors, je le disais tout à l'heure, 700 000 fumeurs de plus en 2 ans. 2 ans, ça nous ramène au début de la crise Covid, au confinement. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux, Jean-Michel Delisle ? On peut penser que oui, il y a un lien, puisqu'on sait que les produits d'addiction sont très liés à l'état de stress finalement des consommateurs. Plus on est tendu, plus on est inquiet, plus on risque d'avoir recours à ce type de produits et notamment à du tabac. Si bien que cette période de Covid, qui était très angoissante pour tout le monde, a pu contribuer à une augmentation de ce type de pratique. Et en même temps, évidemment, la pression des pouvoirs publics dans la lutte contre le tabac est passée un peu au second plan, compte tenu des impératifs premiers par rapport à la Covid. Donc on peut, à juste titre, je pense, faire un lien entre cet épisode et cette remontée préoccupante du tabagisme. Bertrand Dotzenberg, vous partagez cet avis, et d'autant que sur cette période de confinement, beaucoup d'entre nous travaillaient à la maison et donc pas besoin de sortir du bureau pour aller faire sa pause cigarette. Oui, mais il y a 3 effets qu'il faut prendre en compte. Premièrement, on a les remplacements des générations des femmes de plus de 45 ans fumeuses, des non-fumeuses qui sont remplacées par les fumeuses et qui jouent un rôle important dans cette augmentation de consommation de tabac qui est notée surtout chez les femmes, mais qui n'est pas notée chez les femmes de moins de 45 ans, qui est retrouvée chez les plus âgés. Deuxièmement, la bonne nouvelle, c'est que tous les indices et même les données plus récentes, parce que de 2012 et 2013 montrent qu'il y a une continuité de la diminution du tabagisme des plus jeunes, c'est-à-dire que l'initiation au tabac baisse toujours. Et enfin, sur le confinement, il y a des études un peu plus précises qui ont été faites. Pour certains, ça n'a rien changé. Pour certains, ça a augmenté la consommation de tabac. Pour d'autres, le confinement, au contraire, conduit à l'arrêt du tabac. Donc ça s'est passé un peu dans tous les sens. Et la mesure de ce phénomène est très complexe et difficile avec l'outil qui est le baromètre santé. Oui, on reviendra tout à l'heure à la situation des plus jeunes qui effectivement fument moins, mais il y a aujourd'hui d'autres addictions et d'autres substances, d'autres produits. On en parlera tout à l'heure. Mais sur cette forte augmentation que vous notiez chez les femmes de plus de 45 ans, est-ce qu'on a un début d'explication, Jean-Michel Delisle ? Je pense que, comme ça vient d'être rappelé, il y a un phénomène générationnel. Il y a une cinquantaine, une quarantaine ou une trentaine d'années, les femmes ne fumaient pas ou fumaient peu. Or, les femmes ont commencé à fumer de plus en plus ces dernières décennies. Et donc, c'est ce phénomène que l'on peut constater où, en moyenne, du coup, les femmes sont plus consommatrices de tabac qu'elles étaient par le passé. Il y a aussi sans doute des éléments culturels du côté d'égalité des sexes. Pour une raison évidente, le tabac était justement un marqueur masculin. On peut penser que ça a été remis en cause, disons, par l'évolution des mœurs. Et puis il y a peut-être un élément, ça c'est peut-être le côté psychiatre un petit peu. On sait que la prévalence des troubles anxieux, mais aussi des troubles dépressifs, est plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Donc tendanciellement, ce sont des populations peut-être plus à risque finalement de perte de contrôle par rapport au tabac, qui avaient été protégées durablement par des contraintes sociales en fait, qui faisaient que c'était très très mal vu, mais qui ont été progressivement levées et se sont atténuées, ce qui fait qu'on arrive à un mécanisme actuel là qui est évidemment quelque chose à vraiment prendre en compte, puisque le tabac continue à diminuer chez les jeunes et tout particulièrement chez les jeunes garçons en fait.
Bertrand Dotzenberg, un point que je veux quand même vérifier avec vous, je le disais dans le sommaire, vous confirmez que les risques sont les mêmes qu'on fume un peu ou beaucoup, en gros que la dose ne fait pas le poison. C'est pas tout à fait vrai pour tous les risques, ça dépend des risques, mais pour le risque cardiovasculaire, par exemple, de fumer 3 cigarettes par jour ou un paquet par jour, pour le risque d'infarctus ou de faire boucher un vaisseau et de se trouver hémiplégique, c'est quasiment le même. Pour d'autres risques comme la bronchite chronique ou le cancer, etc., il y a d'autres facteurs qui jouent, ce qui est la quantité de tabac fumé par jour, mais aussi la durée du tabagisme, qui est un point tout à fait essentiel aussi. Donc l'ensemble des facteurs jouent, mais en gros, une femme qui fume a 50-60% de chances de mourir d'une maladie au tabac si elle fume toute sa vie, de perdre 22 années de vie en bonne santé. C'est vraiment l'hécatombe. 22 années de perte de bonne santé ? Si on fume toute sa vie, une femme qui fume toute sa vie, où il y a une étude sur 1 million de femmes suivies pendant 10 ans qui montre clairement qu'on perd 22 années de vie en bonne santé si on meurt du tabac et qu'on a 60% de chances de mourir du tabac. Donc c'est un risque tout à fait déraisonnable par rapport à tous les risques qu'on prend dans la vie. Et là, c'est pas un petit risque, c'est un risque tellement massif que c'est même une cause, c'est plus un risque. Alors, par rapport à cette hausse, 700 000 fumeurs de plus en 2 ans, est-ce que la hausse des prix du paquet de cigarettes a atteint ses limites, Jean-Michel Delisle ? Elle a atteint ses limites dans la mesure où elle n'a pas été réellement appliquée ces dernières années pour les raisons qu'on évoquait précédemment. Et l'augmentation qui vient d'être décidée est juste un rattrapage par rapport à l'inflation. C'est-à-dire on est plus dans une logique de maintien du même niveau de prix. Alors on passe au-dessus de 10 € quand même. Oui, mais ça compense l'effet de l'inflation. Ce qui fait que ce qui est établi, en fait, pour arriver à avoir un impact avec une politique de prix, c'est qu'il faut que cette politique de prix soit continue. C'est-à-dire que très régulièrement, il y ait des augmentations de façon de limiter les effets de tolérance ou de simple rattrapage de l'inflation, comme c'est le cas actuellement. Donc il faut vraiment une politique active, ce qui évidemment nécessite des décisions politiques, parce que parfois il y a des arbitrages à faire par rapport à d'autres enjeux, des enjeux économiques qui peuvent être contradictoires avec des enjeux de santé publique. Quel serait le prix qui pourrait être véritablement dissuasif ? L'essentiel, c'est d'être sur une pente régulière d'augmentation, puisqu'on sait que le prix dissuasif doit être mobile pour être réellement dissuasif. Donc 11, 12, 13 €, il faut continuer à augmenter très, très régulièrement et de façon lisible, programmée, sachant que ça a un impact notamment aussi sur les plus jeunes qui ont les ressources évidemment peut-être les plus faibles et qui ne sont pas encore dans des niveaux de dépendance majeurs. Donc ça peut aussi avoir un effet de limitation de l'accès aux produits du tabac chez les populations les plus vulnérables et notamment les plus jeunes. Et qui se tournent peut-être vers d'autres façons de consommer le tabac, ou la nicotine en tout cas. Une autre stratégie qui semble, ou qui a peut-être atteint aussi ses limites, c'est la culpabilisation des fumeurs avec, vous savez, les images chocs et les slogans effrayants qu'on voit depuis quelques années sur les paquets de cigarettes. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver un moyen de mettre l'accent sur des messages plus positifs, Jean-Michel Delisle ? Oui, parce ce qui est vraiment problématique, c'est que l'on se rend compte qu'au bout d'un moment, les messages les plus terrifiants, disons, à forcerie quand ils touchent des populations relativement vulnérables, qui ont des tas de préoccupations multiples et variées, ont un impact relativement modéré. En revanche, ce qui est intéressant actuellement chez les jeunes, c'est l'image un peu ringarde de plus en plus qui a été bien mise en évidence par des études qualitatives de l'OFDT, où il apparaît de plus en plus que le tabac fumé est un truc d'une autre époque, d'un autre âge, un truc d'adulte. Et on peut penser que c'est cette ringardisation, qui n'est pas diabolisation, mais qui est simplement, c'est plus à la mode, c'est plus tendance, etc. Et qui n'est pas donc particulièrement moraliste, peut contribuer, pour peu qu'elle soit soutenue régulièrement, à dissuader encore plus souvent les jeunes d'avoir accès à ce type de produits. Alors pour ceux qui prennent la bonne résolution pour 2023 d'arrêter de fumer, et on a bien compris d'après les propos de Bertrand Dotzenberg que fumer moins c'est pas forcément la solution pour se sauver de toutes les menaces. L'idée c'est de tenir d'abord quelques heures, puis quelques jours, et puis de s'y tenir. Quelles sont, Bertrand Dotzenberg, les aides sur lesquelles s'appuyer pour tenir dans l'arrêt du tabac ? Non, mais il faut absolument pas tenir. Arrêter
de fumer, c'est quelque chose de facile, qui ne doit pas être une souffrance, qui doit être un plaisir. J'ai écrit un petit livre sur le plaisir d'arrêter de fumer. Et il faut juste remplacer la nicotine fumée par la nicotine pas fumée. Et la nicotine pas fumée qui est apportée par les substituts nicotiniques, les patchs, les gommes, les pastilles, les inhaleurs, les sprays ou la cigarette électronique sont des moyens tout à fait efficaces d'apporter doucement la nicotine au niveau du cerveau. Et s'il n'y a plus les claques de nicotine apportées par la cigarette, alors chez 85% des fumeurs, les besoins de nicotine diminuent de 1% par jour, si bien qu'au bout d'un mois, vous avez besoin de 30% de moins, 2 mois 60%, et au bout de 3 mois, vous n'en avez plus beaucoup. Donc il faut que les fumeurs switch de la nicotine fumée à la nicotine pas fumée. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas à faire d'efforts, on traite juste son corps qui est victime de l'inoculation des récepteurs nicotiniques de l'industrie du tabac. Et c'est pas un problème de comportement, de faire croire aux fumeurs que c'est un comportement alors que c'est une maladie organique liée à la multiplication de récepteurs à la surface de neurones. C'est les enfoncer, les rendre responsables alors que les fumeurs sont des victimes qu'il faut aider. Et donc tous les fumeurs que je vois, moi je leur prescris un menu de nicotine à la carte et au choix. Pendant une semaine, ils augmentent les doses progressivement et je leur dis ne faites aucun effort pour fumer moins. Si une cigarette est bonne jusqu'au bout, c'est que vous êtes en manque de nicotine, il faut prendre plus de nicotine. Par contre, si elle est mauvaise au milieu, vous l'éteignez et ça vous l'avez allumé pour des raisons comportementales. Mais faire passer la prise en charge comportementale avant la prise en charge physique et de la méchanceté vis-à-vis des fumeurs qui sont des victimes. Il faut être gentil avec les fumeurs, il faut que les fumeurs soient gentils avec leur corps et leur délivrent la dose de nicotine qu'il faut pendant 3 mois et au bout de 3 mois, ils arrêtent tout pour la plupart d'entre eux. Jean-Michel Delisle, vous êtes d'accord avec ça? Arrêter de fumer, c'est facile? C'est facile, ça demande un effort, mais grâce aux nouveaux dispositifs... Pas d'effort. Un petit peu. Il faut renoncer à un certain plaisir, un plaisir immédiat, etc. Mais je suis tout à fait d'accord. On est conditionné au bout d'un moment, forcément. Voilà. Et il faut tenir compte du fait qu'on se rend compte dans tous les domaines des addictions. L'idée selon laquelle il fallait souffrir pour guérir était une idée erronée qui faisait fuir d'ailleurs les patients qui n'avaient pas éventuellement envie de souffrir pour des résultats en plus aléatoires. Alors que maintenant, grâce à tout ce qui existe dans le domaine du tabac avec tous les substituts nicotiniques, et y compris évidemment la cigarette électronique, on peut permettre aux personnes de trouver une démarche qui va se faire à leur rythme, selon leurs souhaits, et de manière effectivement relativement confortable. Donc ça, c'est une avancée tout à fait considérable. Et de la même façon que vous disiez tout à l'heure que la prévention ne doit pas être punitive, menaçante, etc., positive, là, y compris l'accompagnement dans les soins doit être perçu de la même manière. C'est-à-dire c'est une dynamique positive, efficace, qui marche bien, et où chacun peut avancer finalement à son rythme en fonction de ses projets, et y compris parfois au début avec des associations, c'est-à-dire on demande plus, on n'exige plus que les gens arrêtent tout de suite, ils peuvent continuer à fumer un petit peu en alliant avec des vapotages, avec des tests, enfin des substituts nicotiniques, et petit à petit on se rend compte que le tabac à fumer finit par reculer et disparaître, ce qui est une grande avancée évidemment pour la santé de ces personnes. Et donc j'en reviens à ma question, est-ce que sur les paquets de cigarettes, plutôt que je le confesse avoir un paquet de cigarettes avec moi, plutôt que de montrer un monsieur mort et de nous dire que fumer provoque des crises cardiaques, je le montre à la caméra, est-ce qu'on devrait pas avoir des images positives, des messages d'encouragement pour nous dire à quel point on sera plus heureux et évidemment en meilleure santé en arrêtant? Alors clairement, dans une approche motivationnelle, actuellement, on sait que les renforcements positifs sont les plus efficaces en fait, et que donc il vaut mieux promettre et garantir aux personnes qui vont se sentir mieux, ils vont mieux respirer, ils vont mieux dormir, ils vont être en plus grande forme, ils vont avoir une peau plus agréable, etc., plutôt que de terrifier. Alors il y a un autre argument, c'est que plus le tabagisme, malgré tout, tendanciellement recule, plus il a tendance à se concentrer sur des populations vulnérables, souvent en situation de précarité, qui ont des conditions de vie difficiles, et on sait que ces populations-là sont beaucoup moins accessibles aux messages de prévention traditionnels, disons, qui sont fondés sur des risques sanitaires à moyen terme ou à long terme. Et donc, raison de plus pour leur dire, c'est pas si compliqué que ça, au contraire, il y a des moyens de vous aider et vous allez vous sentir mieux très vite et puis ça sera excellent pour votre porte-monnaie en plus. Donc, il y a plus une dynamique positive. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Ouais. Tout se vaut en matière de substituts, Bertrand Dotzenberg, le patch, la gomme à mâcher, la cigarette électronique, tout ce qui
qui donne de la nicotine se vaut. Tous ces produits délivrent de la nicotine qui est issue d'une feuille de tabac, qui est purifiée à 99,6% et qui a une qualité pharmaceutique, et qui est juste délivrée par différentes voies et avec des choses plus ou moins agréables pour la personne. On sait très bien que pour arrêter de fumer, il faut prendre de la nicotine non fumée, mais que ça soit le plus agréable possible à prendre, comme ça on va la prendre bien, et on va supprimer le besoin physique de la cigarette. Et après, s'il y a un problème comportemental qui est en général presque toujours très accessoire, on le traite après. Et on va voir Monsieur Delisle. Et on s'occupe de ce problème comportemental. La cigarette électronique, j'entends que c'est une bonne façon d'arrêter de fumer, mais est-ce que on voit le succès de ce qu'on appelle les puffs, les cigarettes aux couleurs flashy, au goût vanille, chocolat, marshmallow, tous les goûts sont possibles. Est-ce que c'est pas aussi une porte d'entrée pour les plus jeunes vers le tabac, vers la nicotine? Alors, oui, c'est toute la nicotine peut être une porte d'entrée vers le tabac, mais une porte d'entrée qui est faible. Et par exemple, pour les adolescents, la cigarette est plus une porte d'entrée à la cigarette électronique que l'inverse. Et si on regarde tous les chiffres, on voit qu'aux États-Unis, par exemple, où il y a eu la catastrophique épidémie de cigarettes électroniques, on est passé de 20% de fumeurs à 18 ans à 1,5% de fumeurs. En 10 ans, une diminution de plus de 90% du taux de fumeurs. Donc moi, je n'appelle pas ça une catastrophe. Et donc le fait que la cigarette électronique soit une porte d'entrée, c'est vrai pour un tout petit nombre de patients, mais de jeunes, mais pour l'immense majorité des cas, c'est un concurrent. Par contre, pour la puff, je suis contre la puff, qui est un produit jetable. On interdit les cigarettes jetables. Moi, quand je demande aux ados qu'est-ce qu'ils font de la puff quand ils l'ont fumée, ils la jettent par terre. Donc ils jettent par terre une pile au lithium, de l'électronique, du plastique. C'est mauvais pour d'autres raisons. Mais la vente est interdite aux mineurs, hein. Pourtant on en voit sur les cours de... La vie, c'est interdit aux mineurs et aux majeurs, et la France est le plus grand consommateur. Une interdiction, ça marche pas. Il y a un phénomène de mode qui est inquiétant aussi, c'est ce qu'on appelle le snus, un petit sachet de poudre de tabac qu'on place entre la gencive et la lèvre. C'est interdit partout en Europe, sauf en Suède, et pourtant on en trouve en quelques clics sur Internet. Est-ce que Jean-Michel Delisle, les jeunes sont sensibilisés suffisamment au danger de ces nouveaux produits ? C'est-à-dire, je pense réellement que le danger numéro 1 actuellement, c'est du côté des puffs. Autant, je souscris totalement à ce que vient de dire Bertrand Dotzenberg sur les cigarettes électroniques, qui sont quand même globalement un grand bénéfice, qui fonctionne bien. Je fais moi aussi une exception pour la puff, compte tenu de son packaging, de son look, qui vise manifestement des jeunes. Et on sait actuellement que la mode snuff est plus en collège qu'en lycée, en fait. La mode puff, donc c'est plus des jeunes 13, 14 ans. Enfin là, vraiment des populations extrêmement vulnérables. En snus, c'est un peu différent. Là, c'est par voie muqueuse, donc avec des petits sachets qu'on met entre la gencive et la joue. C'était toléré en Suède, c'est interdit en Europe. Là, on voit que le public, la pub, c'est pas tout à fait le même public cible. C'est pas nécessairement des collégiens, c'est beaucoup plus le public, je dirais banlieue, avec beaucoup de footballeurs qui sont amateurs. Ça tombe bien, on va parler de football dans 5 minutes. Ouais, c'est un peu les footballeurs. Il faut savoir aussi, on ne le dit pas assez, que le tabac comme ça en gencive est très toléré et relativement fréquent au Maghreb. Donc il y a toute une dimension aussi culturelle qui vise un public un petit peu différent, un petit peu plus banlieue, urbain, etc. Enfin bon. Et toujours est-il que là aussi les avantages par rapport au tabac fumé sont pas négligeables. Néanmoins, il y a des inconvénients importants liés au dosage nicotine, des problèmes de gencives, en fait toutes sortes de difficultés qui font que c'est sans doute pas un très bon plan. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rendre visite sur Sud Radio ce matin, et je termine en rappelant le numéro de Tabac Info Service, 39 89. Dans un instant, on parle donc de foot avec le fondateur de SoFoot.